Bonjour Elodie, bienvenue sur ce podcast à destination de toute personne qui s'intéresse de près ou de loin à la démarche réflexive et à l'approche par compétence. Très heureux de t'avoir sur ce podcast. Bonjour Dylan, merci de m'avoir invité, très heureuse de partager cette discussion avec toi. Eh bien, commençons cette discussion par quelque chose d'extrêmement scolaire. Présente-toi, qui est Elodie? Elodie, c'est une prof de lettres qui est arrivée un petit peu par hasard, mais qui a trouvé sa place dans ce métier. Prof de lettres, référente élève à besoins particuliers d'un établissement, puis ensuite d'un bassin d'éducation et de formation. Et professeure académique, formatrice au CASNAF Carep. Donc, je sais pas si ça te parle, mais le centre d'accompagnement et de ressources pour l'éducation prioritaire et les élèves allophones. Alors moi, je suis plus sur le versant éducation prioritaire, donc tout ce qu'on appelle réseau, donc les REP, REP+. Mais je travaille aussi étroitement avec des collègues du CASNAV, donc eux plus sur l'accompagnement et la scolarisation des élèves allophones et du voyage. Voilà. Alors, par petite précision, quand tu dis allophone, tu veux dire quoi exactement? Allophones, c'est des jeunes dont le français n'est pas la langue première, qu'elle soit Ok. maternelle ou... Ok. Et alors, ce que tu m'avais dit, en tant que formatrice, pour bien distinguer enseignant-formateur, c'est qu'en tant que formatrice, tu es amenée à former des enseignants Ouais, tout à fait, tout à fait. sur ces Au sein de problématiques. l'académie. Oula, c'est très large. Alors, pour le coup, moi, je suis beaucoup sur l'enseignement explicite, la motivation de l'élève, l'attention, la concentration, l'oralité, des problématiques qui sont liées à l'éducation prioritaire. Et j'ai tout un versant aussi sur les élèves à besoins éducatifs particuliers, donc l'accompagnement des élèves qui ont des troubles, qui ont des difficultés d'apprentissage, des choses comme ça. Hmm. Donc la différenciation pédagogique, l'école inclusive, voilà. Et à haute précision, enfin, tu viens former des enseignants, des jeunes enseignants ou des enseignants qui sont plus expérimentés? Et ben de tout. Et c'est ça qui fait la richesse en fait de cette mission, c'est que on, euh, on peut avoir des formations qui s'adressent à des jeunes professeurs qui viennent de débarquer dans l'académie et des professeurs chevronnés qui ont plus de 10 ans d'expérience en éducation prioritaire, par exemple. Mais faut savoir que quand tu es en éducation prioritaire, tu as droit à de la formation continue, en fait. Tu as des heures dédiées à ça dans ton service. Donc voilà, ça touche tous les professeurs, en fait, qui ont besoin à un moment donné d'être accompagnés sur une thématique particulière. Ok, ok, très bien. Et si je me trompe pas, tu t'es aussi intéressé comment dire, au développement des pratiques pédagogiques, mais comment dire, aux pratiques pédagogiques que l'on peut trouver dans d'autres pays, puisque as mentionné tout à l'heure en off une analyse comparée entre des pratiques pédagogiques qui se faisaient en Islande avec celles qui se font dans l'éducation nationale française. Ouais, tout à fait. Il y a tout le versant intelligence artificielle. C'est un sujet d'actualité. Mais voilà, il y a tout le versant numérique également. Quels outils numériques peuvent être utilisés pour rendre l'élève autonome? Ça a été une grosse partie de ma réflexion dans le voyage d'études que j'ai pu faire en Islande. Euh, donc, comment on utilise le numérique, les applications, l'intelligence artificielle pour renforcer l'apprentissage des fondamentaux auprès des élèves et puis voilà leur autonomie, leur estime d'eux-mêmes. Voilà. Alors justement, si je veux rentrer dans le vif du sujet, comment utiliser les outils numériques et l'intelligence artificielle pour accompagner l'apprentissage de nos jeunes? C'est une vaste question. Oui. Il faudrait des heures pour y répondre, mais
Alors, Si tu devais faire un je vais condensé de ton expérience, ouais, 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 bah, je vais allier les 2 et puis je vais te mettre, l'intelligence artificielle pour, accompagner l'autonomie dans les apprentissages, tu vois? Hem, Moi, je travaille avec plusieurs applications, je sais pas si je peux les nommer, du coup? Oui? oui, vas-y, vas-y. Knowledge, Mizou et puis, ChatGPT évidemment. L'idée, c'est de pouvoir, en fait, changer la posture du prof, changer la posture des élèves aussi. Donc le prof, il est plus là en tant que facilitateur, des connaissances, tu vois? Il est plus, transmetteur direct. Et puis l'élève, change aussi, de posture puisqu'il devient manipulateur et parfois ça frise aussi le rôle du professeur finalement parce que, par exemple pour mes troisièmes, on travaille les épreuves du brevet avec ChatGPT. Parce qu'il faut pas se leurrer, ils l'utilisent donc en fait, voilà, faut voir comment ils l'utilisent et comment on peut les amener à une utilisation, éthique, de l'outil. Et puis à une utilisation critique aussi parce que c'est loin d'être la panacée. Et du coup, voilà, c'est comment j'allie moi mon travail de professeur qui est de transmettre une certaine méthodologie, des codes, de l'école, des clés de réussite et comment l'élève va pouvoir se saisir de l'outil, pour, manipuler la méthode que j'ai pu lui transmettre, pardon, et comment, il va pouvoir, exercer, son esprit critique sur ce nouvel outil, en fait, pour pouvoir, obtenir un résultat, correct. Deuxième exemple, les élèves Ulysse. Donc, c'est les élèves qui sont, en souvent qui ont des troubles, cognitifs, et qui peuvent pas suivre l'entièreté des cours, en classe ordinaire. Donc, quand on les a en inclusion, au niveau de la classe, on est, sur des tâches qui sont souvent accompagnées par des AESH, donc des aides humaines, qui vont, les guider dans la tâche. Mais là, en fait, avec l'intelligence artificielle et par exemple Mizou, on peut laisser l'élève en autonomie pour réaliser l'activité. Donc là, l'estime de soi ça monte, l'élève est capable de réaliser la tâche seul, de la réaliser correctement, puisque, en fait, le poids, de l'écriture, le poids de la compréhension, il est levé puisqu'on a une synthèse vocale, puisque, Mizou, l'intelligence artificielle comprend, l'écriture du jeune sans que l'on ait à repasser derrière, à corriger, tu vois? Donc en fait, le jeune se fait comprendre seul, comprend tout seul et peut réaliser ce que le professeur lui demande. Donc là, on est quand même sur un gain d'autonomie et d'estime de soi qui sont, très élevés et ça fait du bien à tout le monde. Tu m'étonnes. Et si je veux justement pousser, est-ce que cette utilisation de l'intelligence artificielle, Mizou en l'espèce, op- permet d'acquérir une autonomie de l'étudiant, enfin de l'élève, parce qu'il a plus besoin de l'AESH? Et est-ce que à terme, il aura plus besoin de l'intelligence artificielle? Première question que je me pose. Ouais, c'est une très bonne question en fait. C'est comment est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à gagner des savoirs et là-dessus, on a encore à travailler, tu vois, parce que c'est là où le rôle du professeur il est central, parce que comment le professeur va penser son activité pour que l'élève puisse acquérir des connaissances et pas seulement, comme tu le dis, être en autonomie pour réaliser une tâche isolée, tu vois. C'est comment il va pouvoir acquérir des automatismes comment il va pouvoir fixer dans la mémoire les connaissances, etc. Et là, on n'y est pas encore, ou en tout cas, faut le travailler davantage, euh, je pense. Mais est-ce que tu as des pistes? Enfin, est-ce que quand je dis des pistes, c'est pas forcément des pistes de, comment dire, des pistes étayées par la science, mais toi, à ton échelle, est-ce que tu as eu des intuitions? Est-ce que tu as des idées d'expérience pour accompagner l'étudiant dans l'autonomisation vis-à-vis de l'IA? C'est-à-dire que si je comprends bien, là actuellement, l'IA remplace l'AESH, mais si je suis un peu sarcastique, il a remplacé une béquille par une autre. Donc, Ouais, complètement. l'objectif, ce serait d'arriver à ce qu'il puisse marcher sans béquille. Est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu as des idées de séquences pédagogiques, d'expériences pour Ouais, atteindre? ouais. En fait,
Tu sais quoi? Je pense que ça rejoint un élément qui est super important dans nos métiers et surtout celui du prof, c'est l'explicitation. En fait, ça fonctionne, avec l'intelligence artificielle, pour ce type d'élèves-là, mais pour tous les élèves. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent à manipuler le savoir. C'est plus abstrait, ça devient concret. Tu vois? Ils arrivent à faire, ils manipulent, ils comprennent du coup, ils savent ce qu'il faut faire, ils savent ce qui est attendu et donc ils réussissent. C'est une chaîne qui est plutôt simple, mais qui est dure à mettre en œuvre en fait. C'est, comment tu peux rendre des choses abstraites plus concrètes pour que ça ait du sens en fait. À quoi ça sert ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai appris? Tu vois, c'est des questions qui doivent sans cesse se poser. Et ça, intelligence artificielle ou pas, il faut toujours se la poser. Donc c'est l'intelligence artificielle, comme tu dis, elle va être là pour engendrer la mise en œuvre, tu vois, la mise en route des jeunes et puis leur permettre de s'entraîner, de manipuler, de rendre ça plus concret. Mais après, à voir comment par derrière, quand on enlève cette béquille-là, on peut guider l'élève vers l'autonomie. Donc ça se fait Mmh. par étapes, tu vois. Tu peux pas enlever directement l'intelligence artificielle ou la ESH ou des aménagements basiques comme un élève, je sais pas moi, dyslexique pourrait avoir, tu vois. Encore que la dyslexie, ça part pas tout seul, donc ça part pas du tout même. À voir comment on peut guider les élèves vers l'autonomie. Et ça, c'est une tâche énorme, en fait, parce qu'il n'y a pas de recette miracle et ça va dépendre du rythme d'apprentissage du jeune aussi, Mmh. de ses possibilités. Mais nous, en tant que professeurs, on est là pour les accompagner. Donc, comment on les accompagne, comment on enlève une béquille, comment on en rajoute une, comment on modifie la béquille aussi, parce que c'est pas toujours la même aide qui doit être apportée. Euh, voilà, c'est autant de questions qui doivent guider, le travail du prof tous les jours, quoi. Oui et justement, tu as parlé de ce 1er levier qui est l'explicitation. Avant de te poser davantage de questions, est-ce que tu pourrais définir ce qu'est l'explicitation? Parce que, spontanément, je sais que dans ta réponse, tu as donné des éléments, j'imagine, qui vont revenir, comme par exemple donner du sens, expliquer pourquoi, mais pour qu'on soit tous d'accord et que les personnes qui nous écouteront aient la même définition que toi, est-ce que tu pourrais nous donner ta vision de l'explicitation? Donner les clés. Pour moi, c'est les attendus. Je suis claire et explicite quand je suis capable d'exprimer ce que j'attends et que la personne en face de moi comprend l'attendu, en fait, tu vois? En tant que prof, si je propose, un exercice, à mes jeunes et qu'ils arrivent pas à le faire, bah, peut-être que ma consigne n'était pas assez explicite. C'est-à-dire qu'est-ce que j'attendais réellement? Est-ce que j'ai réussi à être claire? Est-ce que j'ai réussi à donner les attendus? Voilà. Donc c'est plus une question d'attendu, une question de code en fait, tu vois. Au brevet, je prends juste l'exemple là pour t'illustrer ma pensée, mais au brevet, il y a une question qui est donner un procédé permettant d'illustrer blablabla. Et en fait, si tu sais pas que procédé, ben on attend une figure de style par exemple, bah t'es foutu. Tu tombes à côté. Donc ça, tu vois, Oui, pour moi, ça, c'est de l'explicitation. C'est dire aux jeunes, bah, quand on vous voyez procéder, ça veut dire ça figure de fait style. figure de style, tu vois. Hmm. Ouais. Oui. Et parce que finalement, en fait, si je comprends bien, en donnant, en ayant une communication adaptée et pertinente et donc des consignes claires, on facilite ou on allège la charge mentale de l'élève. Parce il est pas obligé de se dire, ah, mais qu'est-ce que le prof a voulu dire? Il a peut-être voulu dire ça, il a peut-être voulu dire A, B, C, D. Alors je réponds, je peux répondre n'importe quoi et ça, je pourrais potentiellement passer à côté. Donc, si je comprends bien, mais ce sera à toi de me contredire, l'explicitation enfin, serait un pas vers l'autonomisation parce qu'elle viendrait cadrer les efforts et l'énergie à dépenser de l'élève. Ouais, je pense. Je pense. Il y a vraiment, et puis ça le rendrait davantage acteur de ses apprentissages et ça l'engage différemment. Tu vois, quand j'étais en Islande, ils travaillent tous avec des tablettes. Ils ont tous des tablettes et les professeurs chargent des plans de travail. Donc, ils ont une sorte de checklist à faire pour une semaine et ils travaillent en autonomie. Mais si tu veux, ils savent ce qu'ils doivent faire. Tout est détaillé. Tu vois, ils ont accès à tous les cours sur
sur leur tablette, ils ont accès aux critères d'évaluation, ils ont accès à tout, 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 tout est clair, enfin, tout est explicite, tu vois. Ils savent exactement ce qui est attendu d'eux et donc ils s'arrangent après comme ils veulent. Ils travaillent assis, couchés, debout, à la bibliothèque, en classe, voilà, ils font ce qu'ils veulent, mais ils savent. Et il y a pas de surprise à la fin, tu vois? Donc effectivement, on peut peut-être parler de charge mentale dans le sens où, ils ont pas 46 questions à se poser, ils savent exactement ce qui est attendu d'eux. Mais c'est très drôle parce que bon, je reprenais ce que tu viens de dire. J'étais en train, avant qu'on se voit, j'étais en train de finir le le montage et la publication d'un épisode de podcast qui arrive bah, aujourd'hui à 18 h. Mmh. Et en mettant les marqueurs temporels, je voyais qu'à la fin, l'enseignant en question disait, je retiens deux mots fondamentaux, explicitation et contractualisation. C'est-à-dire qu'il y a, il y a justement cette idée dans un premier temps de bah, être clair sur ce que l'on veut, donc la question de communication, et une fois qu'on sait ce qu'on veut et qu'on a réussi à le communiquer, on se met d'accord. Parce C'est ça. qu'il y a cette dimension contractuelle entre l'étudiant et l'enseignant, enfin le prof et l'élève, sur si on est d'accord, si on sait se comprendre et qu'on doit faire quelque chose ensemble, il faut qu'on se mette des règles. Et donc j'allais te poser la question, est-ce que après l'explicitation, est-ce qu'il n'y a pas une notion de contrat pédagogique qui viendrait naturellement? Ouais, mais je pense que le mot-clé, c'est naturellement, tu vois? Parce que, du coup, tout le monde sait, ce qui est attendu, tout le monde sait, ce qui est sur la table, donc il y a pas de surprise et ça, je pense que c'est nécessaire aussi pour un jeune, bah, d'être évalué sur ce qu'il sait et pas, voilà, être piégé au moment-là parce que c'est un moment qui est clé, d'être, voilà, d'être accompagné et d'avoir, une clarté sur les objectifs et en fait, si on peut définir les objectifs ensemble, d'une séquence, d'un cours ou voilà, d'une évaluation. Moi, j'adore faire ça, tu vois? Créer des évals avec les jeunes. Sur quoi vous allez être évalués sur cette séquence? Qu'est-ce qu'on a appris? Quel est l'intérêt de ce cours finalement? Je pense que là, on tient le bon bout en fait parce qu'il y a une réelle réflexion, une réflexivité même sur, ce qu'il a appris, tu vois? Donc là, ça fait sens. C'est parfait que tu amènes cette question de réflexion, réflexivité, parce que je voulais y venir. Et alors, j'ouvre juste la parenthèse parce que ce que tu viens de dire là, j'aimerais beaucoup le faire. C'est arriver et dire, voilà, je suis votre prof de tel truc, de démarche réflexive, mais je ne sais pas encore comment vous évaluer. Et l'objectif, ça sera presque une épreuve, qu'on construise une évaluation ensemble. Et arriver à engager les étudiants dedans, ça pourrait être très très intéressant. Je me note ça et je vais le garder dans un coin de ma tête. Sur la question de la réflexivité, et bien justement, je reprends le fil rouge. Donc, on a parlé d'intelligence artificielle, du potentiel d'autonomisation, et que la première étape, c'était, bon, il fallait expliciter, contractualiser naturellement. Et justement, pour arriver à cette autonomie, est-ce qu'il n'y a pas justement ce recul, cet esprit critique qui nécessiterait en fait justement une pratique réflexive, mais qui dit pratique réflexive dit du temps de réflexion, d'introspection par l'élève et accompagné par l'enseignant. Est-ce qu'il ne manque pas ça finalement pour accéder quelque part à l'autonomie? Si, totalement. Donc je pense que ça va de pair et j'ai envie de rajouter un troisième élément, c'est la digestion. Parce que, voilà, il faut aussi il y a des rythmes et le rythme de l'élève, beh, déjà il est divers. Tu peux avoir, 30 élèves et 30 rythmes différents. L'idée, c'est de pouvoir se rejoindre à un moment donné sur un point parce qu'on est pris par le temps. Parce qu'il y a, les programmes, parce qu'on a 10 mois, dans l'année pour voir un certain nombre de choses. Voilà, il y a plein de contraintes. Donc à partir du moment où on est au courant des contraintes, comment on fait pour, se créer une temporalité qui allie tous ces éléments qui sont essentiels évidemment, pour la cohésion et puis, pour créer aussi
une relation de confiance, tu vois, entre le professeur et puis l'élève. Je pense que c'est nécessaire aussi de pouvoir se dire, OK, je peux compter sur, que l'élève se dit, je peux compter sur le prof, et puis que le prof, il est là bah, pour m'apprendre des choses, et puis je vais y gagner quelque chose, tu vois. Toujours se poser aussi la question de la plus-value. Je sais que ça peut poser question ou déranger parce qu'on n'est pas en train de vendre un produit, mais dans l'idée, c'est qu'est-ce que et ça rejoint l'explicitation en fait. À quoi ça va me servir ce que j'apprends? Pourquoi je suis là? Quel est l'intérêt? Et à partir de là, bah, forcément, tu as plus d'engagement aussi de la part du jeune s'il y voit un intérêt, parce que c'est compliqué quand même de rester assis pendant 8 heures à écouter quelqu'un parler, tu vois, et puis finalement à la fin de se dire mais ça me sert à rien, c'est terrible. Donc voilà, il y a tout ça aussi. On a tous vécu ça un jour, je Ouais, pense. c'est clair, Mm. c'est clair. Et non, ce que tu dis là me fait toujours penser à quelque chose que j'avais déjà dit et que je maintiens, c'est quand on enseigne n'importe quoi, n'importe quel cours, il faut partir du postulat que notre cours est chiant et pas intéressant et pas utile. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, notre stratégie, notre déroulé, dans notre scénario pédagogique, faut le vendre. Faut le vendre parce que si on le vend bien, on va en fait créer un terreau fertile à l'engagement parce qu'on donne du sens en fait. Et qu'à l'inverse, si on part du principe qu'il est intéressant et qu'il n'y a même pas besoin d'expliquer pourquoi c'est intéressant, ben, on pourra toucher les personnes qui sont directement sensibles et intéressées. Mais je pense que tu es mieux placé que moi pour savoir que c'est pas une majorité. Ouais, c'est clair, je suis tout à fait d'accord. Et puis il y a aussi la question du et celle-là aussi elle dérange, mais la question de est-ce que tout ce que j'enseigne est utile pour l'apprenant? Tu vois? Mm. Sur quoi je peux peut-être passer plus vite, ou sur quoi, à l'inverse, je dois insister, tu vois? Qu'est-ce qui va lui servir, encore une fois? Quelle est l'utilité pour la suite? Parce que, tu vois, moi, je suis en collège, mais il y a toute la question de la continuité entre la primaire et puis après, quand tu quittes le collège pour le lycée, notamment pour tout ce qui est travail personnel, tu vois? Quelque chose de totalement transversal qui va te suivre, bah, de tout petit jusqu'à la fac aussi, quoi. Donc qu'est-ce que c'est le travail personnel? Qu'est-ce qu'on attend en termes de travail personnel en primaire, au collège, au lycée, tu vois? Et comment tu peux former le jeune pour que tout ça, ça ait une continuité et une progression, et que ça lui serve au Mm. bon moment. Oui, et tout ça, enfin, ça recoupe la nécessaire pratique réflexive, parce que là, on est sur le terrain d'apprendre à apprendre. Et Ouais. une question qui me vient à l'esprit, en fait, c'est justement, si là, tu viens, avec tout ce que tu viens de dire, on peut se mettre d'accord sur l'idée que il y a besoin d'avoir ce recul, il y a besoin d'avoir ce temps de maturation. Parce que toi, tu disais ça justement, t'as pas dit maturation, mais tu as dit un autre terme. Digestion. Digestion, ouais, voilà. Et je voyais ça comme la maturation. Donc, si on est d'accord que le temps est nécessaire pour ça, ma question, c'est est-ce que les programmes dans l'enseignement secondaire prévoient ces temps-là? Ou est-ce que c'est aux enseignants, en fait, de faire un peu MacGyver et d'essayer de trouver du temps à droite, à gauche et de faire comme ils peuvent? Parce que s'il n'y a pas ce temps dédié, du temps entre guillemets où où on va pas chercher de nouvelles connaissances, mais où on va cogiter sur ce qu'on a déjà. Eh ben, s'il n'y a pas ce temps-là, c'est compliqué, non? Ouais, je suis d'accord. Alors, c'est un peu des deux. Les programmes sont faits de façon spiralaire, tu vois. Donc, l'idée, c'est de pouvoir toujours revenir sur des notions qui ont été vues, tu vois. À plus ou moins grande échelle, mais ça pourrait être intéressant, par exemple, d'étudier euh, Ulysse en primaire et de le refaire au collège et ensuite au lycée. Enfin, tu vois, il y a l'idée de spirale, de pouvoir revenir sur certains éléments d'année en année. Donc ça, c'est un fait, c'est dans les programmes. Donc ça permet la réactivation, tu vois, pour une digestion plus fluide ou une maturation plus fluide, comme tu préfères. Après, sur le domaine du apprendre à apprendre, et c'est lié, je pense que c'est l'affaire de toutes les disciplines.
tu vois? L'idée, c'est de pouvoir chacun s'en saisir dans notre discipline et de l'intégrer dans nos apprentissages et à ce moment-là, on perd pas de temps, mais on l'intègre, au sujet, à la discipline, à ce qu'on va faire et là, ça permet, de réactiver, de fixer dans la mémoire à long terme et du coup, de faire sens aussi. Parce que si tu le vois dans plusieurs disciplines, bah, forcément, tu vas dire: «OK, il y a un intérêt», tu vois? Et puis surtout, il y a une continuité, il y a un sens, il y a de la cohérence encore une fois, donc forcément, ça va rester, tu vois? Mmh. Mais, mais après, oui, on est pris par le temps. C'est clair qu'on est pris par le temps et que parfois on en manque, mais là-dessus, tu vois, pour avoir discuté avec plusieurs inspecteurs, et notamment sur le sujet des programmes, ils sont d'accord sur le fait qu'on a des attendus de fin de cycle et si on fait, je sais pas, 4 œuvres, moi je vais parler pour mon programme à moi, hein, de français, si on fait 4 œuvres au lieu de 8, bah, mais qu'on a vu tout ce qu'il fallait voir et qu'on a atteint les attendus de fin de cycle, bah, c'est bon, tu vois? Donc la question de la gestion du temps, elle est je pense qu'elle est très personnelle, mais en même temps, elle doit être réfléchie de façon globale. Tu vois? Mmh. Comment tu allies le la apprendre à apprendre, la réactivation, hem, pour que ça fasse sens, en fait et que le jeune, à la fin, bah, il ait quelque chose et pas une accumulation de savoir, tu vois? Sans, alors tu as fini le programme, mais en fait, est-ce qu'il y a du sens? Est-ce qu'il y a de la cohérence? Est-ce que le jeune se souvient de choses? Est-ce qu'il a appris des savoir-faire, en fait, qui vont lui permettre de poursuivre plus tard? Ça, c'est d'autres questions, tu vois? Oui, parce qu'en plus, si je me trompe pas, il y a pas une approche par compétences, dans le Si, totalement, totalement. mmh, qui mais Mmh. qui est peut-être différente de celle qu'on a dans le supérieur. Je connais pas trop l'approche par compétences dans le secondaire et non, par contre, ce que j'avais en tête, avant de digresser comme ça, c'est que finalement, sur cette question de développement de la pratique réflexive, je peux noter une première chose qui serait l'injonction paradoxale suggérée par l'environnement, un environnement qui te laisse pas le temps de faire ce que tu, comment dire, un environnement qui t'amène des emplois du temps et des calendriers extrêmement contraints, qui t'empêcherait de, de développer cette pratique réflexive. Et peut-être d'autre part, un deuxième élément que j'ai pas encore abordé, qui est la question de la posture. C'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, tu as parlé plusieurs fois de la posture de l'enseignant et de l'étudiant, pardon, et de l'élève, et que finalement, accompagner à cette prise de recul, ça nécessite peut-être des capacités, des habilités, des compétences qui sortent, entre guillemets, du prof classique ou traditionnel qui diffuse une connaissance. Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que tous les enseignants sont formés à cet accompagnement réflexif dans le secondaire, à l'accompagnement réflexif de l'élève? Parce que Mmh. dans ce que tu as dit, et je trouve ça très juste, idéalement, bah, chaque enseignant devrait le faire dans son enseignement, chaque enseignement devrait être séquencé avec ses temps de prise de recul. Mais est-ce qu'ils sont équipés pour ça? Est-ce qu'ils ont été formés à ça? Et ce qui me permet d'arriver à la deuxième partie de, de cette discussion, c'est est-ce que toi, tu formes les enseignants à ces accompagnements réflexifs? Alors, on parlait des compétences et je fais le lien. Parce que du coup, dans notre référentiel de compétences, il y a un domaine qui s'appelle, pardon, méthodes et outils pour apprendre et tous les enseignants peuvent évaluer les élèves sur méthodes et outils pour apprendre. Peu importe la matière qu'ils enseignent, tu vois? Donc oui, ils sont, censés le mettre en œuvre, tu vois? Dans leur discipline, c'est dans les programmes, donc voilà, c'est pas une question, ils sont censés le faire. Après, comment pour que ce soit, que ça ait du sens encore une fois et que ça ait une répercussion sur l'élève, ça c'est, un autre sujet parce que ça signifie travail d'équipe,
tu vois? Ça signifie dynamique de groupe aussi et de pouvoir penser, la méthode, entre enseignants et voir ce qui est transférable d'une matière à une autre, les différences et cetera. Donc là, ça implique quand même un certain, travail, réflexif sur sa propre pratique aussi et ça, j'ai envie de te dire, c'est dur. C'est dur et parce qu'on est humain et que, voilà, c'est pas donné à tout le monde aussi la remise en question et en plus, on a aussi, en tant qu'adulte et en tant qu'enseignant, des rythmes différents, tu vois? Donc dans l'accompagnement et dans la formation, il y a ça à prendre en compte aussi. Tu peux arriver en formation, dire: «Bah, voilà, vous pouvez mettre ça et ça en place, votre posture, vous pouvez la modifier en vous autorisant ça et ça». Et en fait, sur le moment, ça va être, effroi et puis peut-être, quelques semaines ou quelques mois plus tard, tu vas recevoir un petit mail qui va dire: «Mais au fait, ce dont vous aviez parlé là, vous pourriez m'en redire un peu plus ou me conseiller un ouvrage?» tu vois? Donc il y a aussi la maturation, personnelle et puis, ouais, la digestion personnelle Je quoi veux de dire, la elle concerne autant les étudiants que les enseignants, finalement. mais oui, mais totalement et puis, et le formateur, pour rejoindre ta deuxième question, il a ce rôle-là aussi, tu vois? C'est l'accompagnement dans le temps, parce qu'on a trop tendance à penser la formation comme un acte, isolé ou un acte, ponctuel, tu vois? Alors que c'est pas le cas. L'idée maintenant de la formation, c'est de pouvoir, accompagner, l'enseignant ou une autre personne, hein, parce que enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent dans les formations, c'est, pluricatégoriel, tu vois? Tu vas avoir des AED, tu vas avoir, des principaux, des choses comme ça, donc c'est super intéressant, la diversité des profils. Mais, pour revenir à l'histoire d'accompagnement, c'est vraiment ça, c'est comment tu vas pouvoir, insuffler une dynamique en fait ou une réflexion qui va prendre un peu plus de temps, mais que tu es là pour accompagner en fait et quels, acteurs tu vas pouvoir mobiliser pour accompagner ces équipes-là et dans le temps en fait pour que ça ait un réel impact parce que sinon, toute chose ponctuelle, ça va être bien sur le moment ou pas d'ailleurs, mais l'idée c'est comment j'accompagne dans le temps pour que ça ait du sens. Alors, comment tu accompagnes dans le temps pour que ça ait du sens? Bah, moi, j'aime bien les projets. C'est un truc qui guide ma pratique, mais qui guide ma vie aussi, j'ai envie de te dire, parce que, je pense que c'est ça qui dynamise le tout, en fait et puis qui te permet de voir, concrètement vers où tu peux aller, vers où ça te mène et j'aime bien l'histoire de dynamique de projet, en fait. Moi, en formation, j'aime bien la faire sur plusieurs, temps, tu vois? 1er temps, par exemple au mois de janvier, 2e temps mois de mars, 3e temps mois de juin et puis au fur et à mesure, on voit comment, la réflexion évolue, s'il y a des pratiques qui changent et comment elles changent et quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées et quels leviers on peut mobiliser pour pallier ces difficultés-là. Hem, J'aime bien ça, en fait, comment on va pouvoir, guider la réflexion. Et puis au sein de l'éducation nationale, on est plutôt, bien lotis, là-dedans puisqu'on a des cellules, académiques de recherche, d'innovation qui peuvent aussi, mobiliser d'autres acteurs justement, tu vois? Des scientifiques, des personnes qui sont, formées, à tout ça pour accompagner la réflexion des professeurs et puis, faire, émerger des projets, réaliser des projets, et puis voir ce que ça peut donner quoi donc Mmh. ça voilà, c'est un peu ce que moi je vise à chaque fois. OK. Et alors, dernière question là-dessus, après je reviens sur quelque chose que j'avais en tête. Est-ce que tu peux voir justement, est-ce que tu arrives à mesurer comment dire? Les résultats, d'éventuels résultats de ces projets, au niveau du développement de nouvelles habitudes Mmh. chez les personnes ciblées? Ouais. Bah, c'est la dernière étape du référentiel de formateur, en fait, hein, c'est Mmh. évaluer. Donc, évaluer, il y a plusieurs étapes, hein. La première, tu fais une petite évaluation, rapide à la fin, de ta formation pour voir ce qu'ils en gardent, tu vois? Ce qui les a marqués ou pas.
Après, tu as les évaluations qui sont faites en interne où ils répondent à des questionnaires plus poussés qui permettent de voir, bah, est-ce que tu as répondu à leurs besoins? Parce qu'on oublie, aussi, on a oublié d'en parler, mais, un enseignant qui vient en formation, il a des besoins. Donc la question, c'est est-ce que j'ai réussi à répondre partiellement, totalement? Enfin, c'est Mmh. rare. Aux besoins de l'enseignant et puis, qu'est-ce que tu fais de tout ça ensuite? Donc, avec la cellule d'innovation et de recherche, là, il y a possibilité de retourner dans les établissements, et de voir, ce que ça donne, par exemple 1 an après, au niveau des projets innovants, tu vois? Pouvoir se renseigner sur, l'évolution du projet, s'il existe encore, si, il a été amélioré, et cetera. Et puis, il y a toute la partie recherche aussi. On peut être accompagné par des enseignants-chercheurs ou des chercheurs, pardon, scientifiques. Et là, tu pars sur, tout ce qui est, évaluation, avec groupe test, groupe contrôle, tu vois? Pour voir, pour mesurer les réels effets, du projet. Et puis, tu as, des nouvelles un peu moins formelles, du type, un petit mail qui arrive avec des photos ou, des résultats ou alors, simplement: «Ah ben tiens, mon élève, je sais pas quoi, il a réussi à faire l'exercice là, j'ai utilisé la méthode qu'on a vue, tel jour en formation». Bon bah, voilà, tu vois? C'est moins formel, c'est moins, précis, mais ça existe C'est un donc signe, ouais. ouais, ouais, c'est clair. Mmh. OK. OK, OK. D'accord, ce qui je reviens dans ce cas un peu avant, quand on parlait justement du développement de la pratique réflexive, j'avais envie de poser une question un peu provocatrice parce que je l'avais en tête et je l'avais déjà soulevée et j'aimerais avoir ton avis de formatrice. Est-ce que ça te paraît pas compliqué de d'amener des élèves à la pratique réflexive quand soi-même, en tant qu'enseignant, on n'a pas l'habitude de le faire pour notre vie? Et là, ça pose la question un peu délicate du quelle posture j'ai en tant qu'enseignant, mais parfois même, sans même être enseignant, c'est quelle posture j'ai vis-à-vis de ma vie de façon générale. Et tu disais que la réflexivité, c'était pas évident. J'ai un pote prof des écoles qui me dit souvent ça aussi, que c'est pas du tout donné, que c'est pas donné à tout le monde. Mais alors, ça soulève une question. Comment tu peux accompagner des élèves à la pratique réflexive, à la justement à prise de recul, remise en question et questionnement de ce que l'on vit, de ce que l'on étudie, d'identifier une adéquation avec ce qu'ils peuvent souhaiter. Comment tu peux leur demander d'accompagner un jeune dans tout ça quand tu peux pas le faire pour toi, quand tu l'as jamais fait pour toi, que tu n'es peut-être même pas au courant que ça peut exister, que tu sais pas comment t'y prendre. Comment on fait? C'est super compliqué, mais en fait, il y a plusieurs choses. Ça rejoint un questionnement que j'ai actuellement, tu vois? Parce que, et c'est exactement ça, il y a le programme EVARS, je sais pas si tu as entendu parler, mais Non. l'éducation à la vie affective, et sexuelle et puis, il y a tout le champ, enseignement des compétences psychosociales, tu vois? Et en fait, ça rejoint directement ça parce que je me suis posé la question, je me suis dit: «Mais des adultes qui n'ont pas forcément des compétences psychosociales très développées», tu vois? Comme, faire preuve d'empathie, l'écoute active, Mais ça n'existe pas ça. Quand on est adulte, ça y est, on devient des sages et parce qu'on a été bien formés. ouais, ouais, mais non! C'est tout là le problème, tu vois? Et je me suis posé exactement la même question. Comment des adultes qui n'ont déjà pas ces compétences-là eux-mêmes peuvent les transmettre à des jeunes? En fait, j'ai pas la réponse. Mais il y a aussi autre chose qui se produit parfois, que j'ai pu observer, c'est que le professeur est capable de, se décentrer. Et ça, c'est assez incroyable parce qu'il y a des professeurs qui sont extrêmement lucides sur, tout ça. La nécessité d'avoir des compétences psychosociales, le fait d'avoir un esprit critique, qui savent très bien l'enseigner, par exemple, dans leur matière, tu vois? Par exemple, en histoire, quand tu dois faire un, un paragraphe argumenté, sur, certaines choses et que, voilà, il faut mobiliser des compétences, critiques sur des documents et cetera. Ils savent très bien l'enseigner, mais en fait, dans la vie de tous les jours, effectivement,
ils n'arrivent pas forcément à le mettre en pratique. Mais je pense qu'il y a un certain décentrement du professeur, tu vois? Parce qu'il y a une posture qui accompagne ce métier-là et parce qu'on a une formation aussi qui fait que, hem, voilà, on a, ce référentiel-là, qui nous guide et puis, on est des personnes quand même qui ont la volonté de transmettre, tu vois? De proposer du contenu aux jeunes et d'en faire des citoyens éclairés, en fait. C'est tout ce que le prof veut. Donc je pense qu'il y a ça qui entre en compte et qui joue, dans l'enseignement, mais pas forcément des fois sur la personne, ouais, qui est l'enseignant. Mais parce que je pense qu'on est tous des humains en devenir et puis des citoyens, en développement et qu'on a tous besoin de se développer, à divers stades, mais voilà, Oui, c'est ça qui est beau aussi dans l'être humain, tu vois? C'est cette, j'allais dire cette plasticité, tu vois? Cette, possibilité d'évoluer, de changer, de revenir sur, certaines choses, de penser dur comme fer à une chose pendant 10 ans et puis paf, de changer, voilà. C'est ça, qui est beau. mais c'est quand même dingue cette, ouais, cette décentralisation, je sais pas si le mot est peut-être pas le bon, mais cette capacité, oui, à se décentrer, à distinguer presque l'humain de la fonction. Ouais, Je, j'ai du mal. Je sais que ça existe. D'ailleurs, je me souviens, j'en discutais pas mal avec mon père, parce que mon père a été prof durant toute sa carrière dans le premier degré. Et justement, il avait cette approche-là de se dire, ben, je ne suis pas forcément la personne enfin, je suis pas forcément l'enseignant qui enseigne, et je vais mettre une barrière sur pas mal de choses. Et moi, dans mon esprit, je me dis, c'est même ce que je disais très souvent aux étudiants, moi, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que j'aurais beaucoup de mal à incarner quelque chose ou quelqu'un qui est très, très, très éloigné, eh bien, de mon spectre, entre guillemets, personnel. Parce que finalement, plus je peux m'éloigner de mon spectre, et plus je suis susceptible de rentrer en dissonance. Et je vais donner un exemple très, très concret. Quand il s'agissait de parler justement de démarche réflexive, de démarche portfolio, il m'apparaît très compliqué de demander quelque chose à un étudiant que je me verrais pas me demander à moi-même, auquel je ne crois pas. C'est, et c'est pour ça que je posais justement la question provocante du comment accompagner. Comment accompagner quelqu'un si on ne sait pas déjà accompagner soi-même sur ces mêmes thématiques? Parce que la distinction que je ferais, et ça c'est vraiment une distinction personnelle, c'est que tu avais parlé de l'apprentissage par exemple de l'histoire. L'histoire ne touche pas directement à ton identité personnelle et à la dimension émotionnelle ou socio-affective, sauf cas très très particulier. Alors que finalement, ta capacité à te remettre en question, à voir du sens, à voir l'utilité dans ce que tu fais, dans tes actions, ben ça touche davantage à ce que tu es. Et peut-être, ce n'est qu'une hypothèse, peut-être que lorsque l'objet de la remise en question, c'est nous-mêmes, dans nos dimensions rationnelles et irrationnelles, c'est beaucoup plus effrayant, inconfortable et potentiellement problématique que l'apprentissage de la guerre de sécession. C'est je une suis tout à question. ouais, je suis tout à fait d'accord et j'étais en train d'y réfléchir, en fait, au moment où tu parlais parce que, je me disais: «C'est un peu comme quand tu donnes des conseils, tu sais, à des amis». On est très bon, on donne des super conseils et puis le jour où ça nous arrive à nous, on est incapable de les mettre en place, tu vois, ces conseils. Et c'est exactement ça. Ouais, je pense Mm. qu'il y a beaucoup de ça. Ouais. Oui, ouais, 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 quand tu dis ça, je pense tout de suite aux conseils qu'on peut donner dans les relations sentimentales. Quand tu es extérieur, tu te dis, ah ouais, mais tu vois, moi je ferais ça et ça. C'est ça. Et, et ce que j'aime beaucoup, c'est une expression que reprenait justement Albert Moukébert dans ses podcasts. C'était quand on veut essayer de comprendre un phénomène, faut toujours se poser la question des niveaux d'explication. Et par exemple, si on prend le cas du conseil dans la relation sentimentale, quand on est extérieur, eh bien, on pourra lui dire, tu pourrais agir comme ci, comme ça, mais parce qu'on a tout un ensemble de paramètres qu'on n'a pas, les paramètres internes de l'individu,
parce que nous, on voit les choses de façon extrêmement froide. On rationalise beaucoup les solutions sans voir et imaginer et mesurer avec précision les, comment dire, les barrières émotionnelles et irrationnelles que l'individu peut rencontrer. Toi, de l'extérieur, tu peux dire, bah vas-y, quitte-la ou quitte-le. Et parce que comme tu n'as aucun attachement, comme tu es déconnecté en fait de tout le vécu que tu as avec la personne, il y a, comment dire, c'est pas quelque chose d'extrêmement engageant personnellement. C'est-à-dire que tout le coût de l'action, c'est pas toi qui vas le supporter. C'est ça, c'est ça. T'as pas les conséquences. Ouais, oui, oui. Et t'as pas les conséquences. T'as pas aussi toute cette partie bilan coût et avantage parce que toi, tu peux le faire avec ta vision, mais comme tu es complètement décentré et complètement extérieur, t'as pas le même rapport. Et ça fausse pas mal la donne. Ce qui m'amène en fait à une nouvelle question, parce qu'on parle justement de cette pratique réflexive, de l'accompagnement, enfin, de la formation des enseignants pour accompagner des jeunes. Je voudrais justement mettre l'accent sur ce niveau d'explication. On en a parlé très vite fait avant de commencer le podcast. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que la société dans laquelle on vit, et notamment de par l'hyper-sollicitation avec les réseaux, Internet, que cette hyper-sollicitation, cette diffusion ultra rapide des connaissances peut potentiellement nuire à cette pratique réflexive, parce que, on l'a dit, la pratique réflexive, ça demande du temps, ça demande une disponibilité d'esprit et de l'attention. Et finalement, la société dans laquelle on vit nous amène quelque part à être sollicité régulièrement. Et la sollicitation, ben, tu reçois des notifications, tu reçois des informations qui viennent te prendre donc du temps, de l'attention et l'énergie. Donc, est-ce que finalement, c'est accompagner des jeunes, mais aussi des enseignants à la réflexivité aujourd'hui, serait pas important de prendre ces facteurs? Et là, je parle plus du niveau d'explication individuelle, mais vraiment du niveau d'explication macro ou sociétal. Je pense que tu y as pensé vu qu'on en a vite fait parler avant de commencer le Oui. podcast. Ouais. Mais en fait, j'étais en train de me dire que tu as tout à fait raison, hein, clairement, la société dans laquelle on vit, voilà, si on prend pas attention à nos ressentis et justement à nous recentrer sur nous-mêmes, on peut vite dérailler. Ça, c'est clair. Après, ça, c'est mon côté optimiste. J'ai comment dire? J'ai tendance à penser que l'école, doit être une bulle, en fait, tu vois? Pour que les jeunes puissent se déconnecter de la société et j'utilise le terme déconnecter, à raison. Pour, et quand je dis déconnecter, c'est plus en termes de sollicitation par milliers, tu vois? Pas dans le sens, apprendre quelque chose qui n'a rien à voir avec leur vie, hein, on n'est pas là-dessus. Mais en tout cas, se recentrer sur les savoirs et prendre ce temps-là. Je pense que l'école propose ce temps-là. Tu vois, d'être en classe, de se retrouver en classe pour pouvoir travailler des connaissances, pour pouvoir manipuler le savoir, pour pouvoir apprendre à vivre en société. Moi, j'ai tendance à penser que l'école, c'est une micro-société. Tu vois, on a tout type de profil, on doit apprendre à vivre ensemble, les règles de bienséance, tout ça. Et ça forme l'individu. Il y a un rôle qui est majeur là-dedans, mais tu vois, moi, dans l'établissement dans lequel je travaille, les téléphones sont interdits. Et ça, c'est quand même génial parce que du coup, entre midi, on a des jeunes qui lisent, on a des jeunes qui jouent au loup dans la cour. Enfin, on a des jeunes qui se posent simplement sur les bancs, qui discutent, et ça, c'est super important parce que tu vois, ça leur offre des temps, finalement du temps. Des rythmes différents qu'ils n'auraient pas si ils n'étaient pas à l'école, si il n'y avait pas un certain nombre de règles à respecter, dont le fait d'être déconnecté de son portable. Et
parallèlement, à la formation, donc moi je suis formatrice CAREP, donc en éducation prioritaire. Je te disais au début, oui, l'éducation prioritaire, les enseignants ont des heures de formation dans leur, service et je pense que ces heures-là, elles permettent justement de faire pause et de se dire: «OK, on est en équipe, on va pouvoir réfléchir, on va pouvoir, prendre ce temps de réflexivité, de se dire: "OK, on va bosser différemment", d'ouverture d'esprit», tu vois? Et hem et moi, j'ai toujours adoré, enfin adoré, c'est fort comme terme, mais j'ai toujours bien aimé les temps autour, aussi, du de mon temps d'enseignement. Tu vois? Les conseils pédagogiques, les choses comme ça, les temps de réunion entre équipes parce que c'est des moments un peu privilégiés où tu peux avoir, différents individus qui avec leurs idées, avec leur vécu, avec leurs réflexions et qui partagent, tu vois? Je pense que le mot là, le partage, c'est vraiment essentiel dans nos métiers et dans notre société finalement pour pouvoir trouver, une certaine harmonie, tu vois? Un temps où on peut vivre ensemble, où on peut travailler ensemble, on peut avancer ensemble et former cette bulle-là. Mais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Mais voilà, je pense que ces institutions, dont l'école, permet, c'est de prendre ce temps, tu vois? Mmh. C'est drôle, c'est quand tu as parlé justement de bulles, je me suis dit: «Mais ça se trouve Élodie, elle voit l'école comme un temple Shaolin perdu au milieu d'une montagne, coupé de tout, dans lequel, justement il n'y aurait que une attention, orientée vers les activités essentielles». Ah, je trouve que c'est une vision assez optimiste, mais surtout ce que je trouve intéressant, c'est que dans dans cette description, tu mets en avant cette approche holistique de enfin, de l'enseignement. J'allais dire de l'éducation, mais plutôt de l'enseignement. C'est-à-dire que finalement, on est toujours dans une relation entre plusieurs personnes, donc enseignants, élèves, mais dans un environnement, et que la relation enseignant-élève ne se suffit pas et qu'elle doit être prise en compte dans un environnement spécifique, dans un environnement entre guillemets au moment du face-à-face pédagogique, mais aussi un environnement spécifique en dehors des temps de face-à-face pédagogique pour accompagner cette fameuse maturation ou digestion dont tu parles. Et c'est peut-être une frustration alors que tu peux avoir. Moi, en tout cas, je me suis déjà fait cette réflexion. C'est-à-dire, quand tu es prof, tu peux pas. On te demande de faire quelque chose, mais sur lequel tu n'as pas forcément de moyens d'action et de contrôle. C'est-à-dire que tu vois le gamin quand il vient de 8 heures à 16 heures, mais tu vois une partie de ce qu'il est, tu vois une partie, tu connais pas vraiment sa vie en dehors de l'école, tu sais pas vraiment ce qui se passe dans sa vie, tu sais pas non plus tous les leviers ou les freins qu'il peut avoir dans son apprentissage en dehors de l'école. Et donc finalement, c'est très dur d'agir sur la personne de l'élève, la personne, entre guillemets, la personne humaine, sur la personne globale de l'élève, vu que tu le vois uniquement en tant qu'élève et pas en tant qu'humain. Je sais pas si je suis clair. Si, mais en fait, ça me pose problème parce que, moi, c'est mon cheval de bataille, en fait, tu vois? C'est vraiment de me dire, moi, j'ai des humains en classe, j'ai pas des robots, tu vois? Et je le répète à qui veut l'entendre, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand l'élève arrive à 8 heures devant ta porte, ben, il a un vécu. On ne sait pas ce qui s'est passé, le soir, on ne sait pas ce qui s'est passé le matin, tu vois? Voire pire, quand ils arrivent le lundi matin à 8 heures, bah, tu sais pas ce qui s'est passé le week-end et en fait, toi, en tant que prof, c'est essentiel que tu prennes l'élève dans sa globalité, tu vois? Et que, tu te dises pas: «Bah, là, tu rentres en salle de français, donc tes bagages émotionnels et ta vie, tu le laisses à la porte». Non, c'est pas possible, en fait, tu vois? C'est impossible. Donc je pense que c'est absolument nécessaire de prendre l'élève dans sa globalité et en plus avec un public REP, tu vois? Hem, enfin, c'est encore plus prenant, c'est encore plus pesant, tu vois? Parce que c'est des jeunes qui vivent des choses, parfois extrêmement compliquées. Bon après, clairement, il y a pas besoin d'être en REP pour vivre des choses compliquées, mais je pense que l'éducation nationale a des instances aussi qui te permettent, toi, professeur, de t'impliquer davantage dans la globalité de l'élève, tu vois, et de comprendre cette globalité-là. Nous, on a au collège, par exemple, une cellule
de décrochage scolaire, de prévention du décrochage scolaire, qui consiste à se réunir une fois par semaine et on parle des jeunes qu'on a pu voir, entendre, discuter, enfin tu vois. Et la force de ce regroupement là, de cette réunion, c'est qu'on a des CPE, des professeurs, le psy-EN, l'assistante sociale, le chef d'établissement. On est vraiment sur une vision plurielle, tu vois, qui nous permet d'avoir cette vue globale du jeune et de rentrer un peu plus finalement dans son intimité ou en tout cas dans sa composition. Tu vois, comment il est, qu'est-ce qu'il vit et quel impact ça a sur ses apprentissages et surtout comment on va pouvoir l'aider, comment on va donner suite, qu'est-ce qu'on va déployer pour lui permettre d'apprendre sereinement, tu vois. Ça, c'était la première chose. Et puis la seconde, qui fait écho sur parfois une frustration ou en tout cas un accompagnement qui dépasserait l'heure de cours que tu as avec le jeune. Euh, Moi, je suis engagée dans des projets qui consistent à décloisonner en fait la salle de classe, tu vois. C'est-à-dire qu'on va pouvoir accompagner le jeune en dehors de l'heure de cours qu'il a exclusivement avec toi. Et puis, on va pouvoir sortir de la salle de classe aussi. Donc, l'idée, ça va être d'une part de l'accompagner dans son travail personnel. Donc, on a mis en place, tu vois, par exemple, des visios après le temps scolaire ou le week-end pour pouvoir accompagner le jeune dans son travail personnel. Et au niveau du décloisonnement des espaces, l'idée, c'est aussi de pouvoir sortir de la salle de classe et de sortir de ce qu'on appelle l'autobus, tu vois. L'idée d'avoir des jeunes qui sont assis là en face de toi, mais de pouvoir leur donner des espaces différents pour apprendre et puis s'approprier les apprentissages, tu vois. Donc, classe extérieure, pouvoir, je te disais en Mm. début, se coucher par terre pour apprendre, être sur des banquettes, Ouais. des tapis, enfin voilà. Oui, Donc, des espaces de transfert quelque part, des espaces de transfert, mais aussi des espaces où tu peux changer de posture. ouais, c'est ça. La question de la posture, elle est super importante. Et puis, il y a toute la question du bien-être, en fait, de l'élève. Et là, ce qu'on dit, c'est ça. C'est comment tu peux, pas garantir, parce que ça me paraît trop compliqué, mais en tout cas, offrir un espace de bien-être aux jeunes pour qu'ils puissent, ouais, s'approprier les apprentissages et puis se sentir assez bien, en fait, pour entrer dans l'apprentissage, tu vois, parce qu'il y a des jeunes qui vivent tellement de choses terribles que, bah, ils peuvent pas entrer, tu vois, dans l'apprentissage. Ils sont leur mental, leur cerveau, il est occupé par autre chose. Donc, comment l'école, comment toi, en tant que prof, tu vas pouvoir créer cette fameuse bulle qui va lui permettre d'avoir autre chose en tête que son vécu, que le week-end dernier, que voilà. Mm. Ouais. Surtout que alors là, ça me fait penser à la question de la pratique réflexive quand on veut en faire en classe et qu'on doit gérer une classe. Il y a quelque chose de très, très important, c'est-à-dire que tu ne rentres pas dans la réflexivité si tu n'es pas dans une démarche authentique. Et sauf que l'authenticité, je pense que en tant qu'élève face à un prof, tu peux arriver à l'avoir si le prof te met en confiance. Mais le plus dur, c'est quand tu dois rentrer dans cette authenticité en présence d'élèves en qui tu n'as pas forcément confiance. Et c'est là qu'il faut arriver à créer un cadre, alors ce que pas mal, ce que certains chercheurs appelaient le cadre confidentialité, respect, écoute, entraide. C'est le fameux cadre de sécurité dans lequel tu peux te dire, bah, je peux essayer, entre guillemets, d'être moi-même et je vais tenter parce que c'est seulement c'est seulement grâce à cette authenticité qu'on peut travailler sur soi-même. Sinon, on passe à côté et on va faire semblant. Et, et c'est pas le but lorsqu'on est dans une démarche réflexive. Et, et la question, peut-être que une question s'était posée. Là, je repense à un podcast avec une personne qui s'appelle Philippe Gauthier. La question du tiers-lieu, justement. L'utilité d'un tiers-lieu pour repenser les postures et repenser les relations, les relations entre étudiants, mais aussi les relations entre enseignants et étudiants, et montrer que en changeant un peu de tiers-lieu, on pouvait trouver, en fait, on pouvait repenser les relations et améliorer, ou en tout cas soutenir l'apprentissage.
Moi, là, je suis en train de repenser à une expérience que j'avais fait personnellement quand j'avais emmené des étudiants en salle de sport pour montrer que la pratique réflexive elle pouvait se servir dans d'autres domaines et pas uniquement le côté scolaire de la vie. Et que Ouais. mais ça, j'imagine que tu as peut-être fait ce genre d'expérience, enfin, tu as peut-être eu en tout cas ce genre de réflexion. Parce que, pourquoi? Parce que finalement, chaque un espace social tel qu'une classe, c'est pas quelque chose de complètement anodin ni complètement neutre. C'est-à-dire que tu as des représentations qui vont graviter dans une classe. Comme par exemple le fait d'être assis sur une chaise, le fait d'écouter, le fait que tu es là pour bosser et que ces valeurs ou ces principes qui gravitent dans ces salles, eh bien, ça vient influencer le comportement de l'élève et pas toujours en bien. Je sais pas si je suis clair. Ici, totalement, c'est exactement ça. C'est ce qui guidait notre réflexion en fait pour le projet qu'on a développé, tu vois, parce que c'est vraiment ça. Et comment le lieu peut influencer finalement les apprentissages, tu vois. L'idée de la classe extérieure, c'est pas mal, hein. Pour le coup, ça permet quand même d'apaiser. Et puis en fait, tout ce qu'on est en train de dire, ça me fait penser simplement à la question du climat scolaire, tu vois. Comment tu mets en place un climat qui permette à chacun de s'épanouir et de se sentir bien, parce que tu l'as dit tout à l'heure, le prof qui est pas authentique, voilà, n'est pas lui-même, c'est compliqué aussi pour lui, tu vois. Et forcément, ça va créer des barrières avec les étudiants, voire même avec le sujet qu'il qu'il enseigne. Donc voilà, la question de la classe extérieure, elle est super intéressante pour les profils d'élèves qui sont un peu plus compliqués à gérer aussi, tu vois. Tu peux avoir des jeunes qui vont se lever, qui vont pouvoir parler plus fort. Et ça va pas déranger la classe, parce que quand tu es dans une salle de classe à 30 ou à 35, dans un petit espace, ça résonne, donc forcément, ça influence la façon dont tu dois parler, dont tu dois te tenir, etc. Tandis que quand tu es à l'extérieur, il n'y a plus ces barrières-là. Donc ça libère aussi d'une certaine manière, ça apaise. Et voilà, moi je sais que des fois, j'enchaîne des journées longues et en fait quand j'arrive au dernier cours, je me dis mais je vais dehors en fait et ça me fait du bien à moi aussi. Donc il y a voilà, il y a des questions comme ça qu'il faut se poser sur. Alors attention, tout ne se prête pas à l'enseignement extérieur aussi. Tu vois, je pense que tout est lié. L'objectif pédagogique, ce que tu vas leur faire faire comme activité, etc. Voilà, il faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais tout ça, ça se réfléchit et à partir du moment où c'est pensé qu'il y a une réflexion derrière, il y a moyen de faire des belles choses, quoi. Mm. Et c'est un peu la grande difficulté du métier d'enseignant, c'est quand tu veux faire apprendre quelque chose à quelqu'un. Donc, tu as cette question d'alignement pédagogique, donc cette cohérence entre objectif, activité, évaluation, mais que cet alignement, il doit être intégré dans une espèce de, je sais pas, dans une idée selon laquelle on vit dans un environnement extrêmement changeant et que tout ce que tu fais doit prendre en compte l'environnement et ses dynamiques particulières. Parce que oui, ça peut être l'environnement tel une salle de classe, ça peut être un environnement comme la météo, le contexte politique. Après, tu as aussi des dynamiques internes aux étudiants. Il suffit qu'il y ait des tensions entre telle ou telle personne, que telle ou telle personne a eu un problème avec une autre personne, et ainsi de suite. En fait, ce qui revient, là, je vois que le temps défile et qu'on arrive tranquillement à la fin de cet épisode. On pourrait disserter pendant très très longtemps, je pense. Ça m'amène à une réflexion. Tu vas me dire si tu es d'accord, mais j'ai l'impression qu'être prof, c'est très très dur. Et surtout, c'est que ça relève un peu d'une vocation, parce que là, on parle de choses approche holistique de l'enseignement, l'accompagnement à la réflexivité, la volonté de rentrer dans la vie dans la vie ou en tout cas dans la composition, ce que tu disais de la composition humaine de l'élève. Ben, quelque part, c'est du temps en fait, c'est du temps, mais c'est aussi des valeurs et des convictions. C'est-à-dire que moi, quand je t'écoutais, je me dis, euh, tu peux pas débarquer ici par hasard. C'est-à-dire, tu peux pas te dire, je vais essayer d'être prof. Si ça se trouve, ça va bien se passer. Ça va être tranquille. J'ai du mal. Voilà, ce que je retiens de cette discussion, c'est que finalement, prof, c'est pas un long fleuve tranquille.
En tout cas, avec l'approche que tu décris. Ouais, c'est clair. Moi, c'est comme ça que je le conçois, mon métier, tu vois, et je pense que je pourrais pas l'exercer différemment, en fait, tu vois. Euh, je me souviens d'une prof à la fac qui m'avait dit, bah, être prof, une fois que vous êtes prof, ça vous poursuit tout le temps. Quand vous dormez, quand vous marchez dans la rue, quand vous rêvez, quand vous mangez. Et en fait, je m'étais dit, elle est complètement fracassée, tu vois. Et en fait, elle avait raison. Elle avait raison. Ouais, c'est pas de tout repos, ça occupe beaucoup, beaucoup ton esprit. Ça te suit, tu y penses souvent. Mais encore une fois, parce que je pense que ça touche l'humain, tu vois. Et forcément, ça trouve des résonances en toi, ça trouve des questions existentielles, en fait. Et c'est passionnant. Mais c'est passionnant, là, je te rejoins là-dessus, c'est le mot. Et justement, on arrive sur la fin. J'ai l'habitude de laisser les invités conclure. Est-ce que tu as... Je te laisse le mot de la fin. Je te laisse conclure par ce que tu veux, même si ce que tu avais dit là pouvait sonner comme une conclusion. Ouais, ça paraît Vas-y. bien, non? Je sais pas quoi te dire davantage. Mais ouais, c'est une vocation, c'est passionnant, ça prend du temps, mais l'humain vaut le coup. Voilà. On va rester sur de l'humain. Je pense que Et de l'optimisme. ouais, aussi, ça fait du bien. Ok. Et quand tu dis que l'humain en vaut le coup, t'englobes autant les enseignants que les étudiants. Ouais, tout à fait. La terre entière. Merci beaucoup, Elodie. Merci à toi.